Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre émission Zoom sur. Ce soir, nous revenons sur un moment fort de la diplomatie et de la coopération internationale. La participation de la Mauritanie au Forum global Gateway tenu à Bruxelles, où notre pays a obtenu d'importants financements européens destinés à renforcer plusieurs secteurs stratégiques. La transition numérique, vecteur de modernisation et d'efficacité administrative, les énergies, piliers de la transition verte et de la souveraineté énergétique nationale. Ces appuis traduisent la confiance de nos partenaires dans la vision du chef de l'État fondée sur la promotion du capital humain, la réduction des inégalités et la construction d'une économie résiliente et durable. Nous recevons ce soir les représentants de ces deux secteurs pour comprendre la portée de ces engagements, les perspectives qu'ils ouvrent et leur impact concret sur la vie des citoyens. Nous recevons notamment M. Djibrirou Bachirou Sall, chargé de mission et coordinateur du projet WARCIP au ministère de la transformation numérique et de la modernisation de l'administration. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Nous recevons également M. Dahan Talib Othman, conseiller spécial du groupe Somelec. Bonsoir. Bonsoir. Avant de continuer, je vous propose de suivre l'intégralité du discours du président de la République, M. Mohamed Ould-Cheikh Al-Ghazouani, prononcé au cours du Forum global Gateway. Excellence, Madame la Présidente de la Commission européenne, Excellence, Monsieur le Président en exercice de l'Union africaine, Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Mesdames et Messieurs, je tiens tout d'abord à exprimer ma profonde gratitude à Son Excellence, la Présidente de la Commission européenne, Madame Ursula von der Leyen, à travers elle, à l'Union européenne dans son ensemble, pour l'aimable invitation qui m'offre aujourd'hui le plaisir de prendre part avec vous à la présente édition du Global Gateway Forum, consacré à la connectivité mondiale en période de tension géopolitique et géoéconomique et à l'identification dans ce contexte de priorités d'investissement. Je voudrais, en outre, exprimer ma très haute appréciation de la qualité des relations de coopération entre mon pays et l'Union européenne. Profonde, diversifiées et constructives, ces relations sont soutenues par un ensemble de valeurs communes et par l'excellence de nos relations bilatérales avec chacun des pays de l'Union. Elles couvrent aujourd'hui de nombreux domaines prioritaires comme le développement humain, la transition vers une économie verte et bleue, la gouvernance, la stabilité et la sécurité dans lesquelles l'Union européenne nous apporte un soutien constant et précieux. Qu'elle en soit ici vivement remerciée. Excellences, Mesdames et Messieurs, l'affaiblissement croissant du multilatéralisme, la montée du protectionnisme, les conflits armés en Ukraine et au Proche-Orient, ainsi que la multiplication des foyers de tension, d'instabilité et de conflits à travers le monde, en particulier en Afrique, plongent aujourd'hui notre planète dans une atmosphère d'incertitude tant économique que géopolitique. Chaque jour, les mécanismes de la gouvernance mondiale, politique, économique et financière révèlent davantage leurs limites. Les alliances se reconfigurent et l'ordre international peine à se réajuster, voire à se redéfinir au gré des crises sécuritaires, économiques et géopolitiques. Cette situation aggrave les défis mondiaux liés à la sécurité et à la stabilité, au changement climatique, à la pauvreté et au déficit de gouvernance et d'inclusivité de développement. Face à ce contexte préoccupant,
l'Union européenne a choisi de réaffirmer son attachement au droit international, mais aussi et surtout à son alignement sur les objectifs du développement durable et sur le renforcement de la coopération multilatérale. L'initiative Global Gateway illustre admirablement cet engagement en faveur de la coopération internationale et du développement durable. Cette initiative est centrée sur le renforcement de la connectivité mondiale à travers le développement de liaisons intelligentes, propres et sûres dans les domaines du numérique, de l'énergie, des transports, de la santé, de l'éducation et de la recherche. Ces objectifs convergent parfaitement avec les priorités de la Mauritanie. Excellences, Mesdames et Messieurs, résolument engagée à bâtir un développement durable et inclusif, la Mauritanie a fait de la promotion du capital humain et de la lutte contre la pauvreté, contre la marginalisation et la précarité les piliers de sa stratégie de développement national. Elle a ainsi accordé une attention particulière et des moyens de plus en plus importants aux services publics de base, santé, éducation, eau, électricité, services numériques, ainsi qu'à l'amélioration des conditions de vie des plus démunis, tout en œuvrant à consolider l'ancrage de l'État de droit, des libertés individuelles et collectives et de la bonne gouvernance. Nous travaillons à accélérer la transition vers une économie verte et bleue, à diversifier notre économie, à développer le numérique, les infrastructures et le secteur productif, et à améliorer le climat des affaires ainsi que le cadre juridique et fiscal pour encourager les investissements nationaux et étrangers dans un environnement sûr et fiable. Je tiens ici à saluer l'accompagnement constant de l'Union européenne dans tous ces domaines, notamment dans le domaine du numérique, où la construction d'un centre de données à Nouakchott et l'installation d'un deuxième câble sous-marin pour un Internet à haut débit qui permettra de sécuriser et d'accroître la capacité de transmission des données. Dans le domaine des infrastructures, la construction d'une ligne d'interconnexion électrique à haute tension reliant Nouakchott, la capitale, à Néma, sur plus d'un millier de kilomètres, dont le tronçon entre Nouakchott et Kifa est financé par l'Union européenne, la Banque européenne d'investissement et l'AFD, sera signé en marge du présent forum, ainsi qu'à la construction du pont de Rosso qui relie la Mauritanie au Sénégal. Dans le domaine des énergies renouvelables, l'initiative Écosystème de l'hydrogène vert de l'équipe Europe, soutenue par l'Union européenne, la Banque européenne d'investissement, l'Allemagne, l'Espagne et la France. Excellences, Mesdames et Messieurs, le besoin est aujourd'hui plus que jamais pressant de construire des partenariats solides, ancrés dans des valeurs partagées pour faire face aux multiples défis et incertitudes inhérentes aux crises économiques et géopolitiques actuelles. Aussi, tout en renouvelant mes remerciements à l'Union européenne pour son appui précieux, je réaffirme ma ferme volonté d'œuvrer à consolider et à diversifier davantage les relations de coopération qui unissent à mon pays. Je vous remercie. Merci à la réalisation. Monsieur Djibrirou, le numérique est aujourd'hui au cœur de la stratégie de développement du pays. Quels sont les axes principaux du financement obtenu à Bruxelles? Merci, monsieur. D'abord pour l'invitation. Le financement obtenu à Bruxelles accélère la transformation numérique de la Mauritanie à travers deux projets structurants, qui sont le data center de Nouakchott et le deuxième câble sous-marin à Nouadhibou. Merci. Monsieur Dahan, la Mauritanie s'est engagée dans une ambitieuse politique énergétique. Quels sont les principaux projets financés à travers le forum Global Gateway? Merci. Je vous remercie de nous donner l'occasion de faire des éclaircissements sur certains projets structurants qui sont nécessaires au développement de notre pays
et qui sont soit en cours de construction, soit en phase de préparation. En l'occurrence, il s'agit d'un méga projet, celui d'une ligne électrique à haute tension qui va relier Nouakchott à Nema sur une longueur de 1198 km et qui va aussi interconnecter notre système électrique avec celui du Mali grâce à une bretelle d'environ 200 km supplémentaires. Donc un total de 1373 km de réseau à haute tension dont l'impact sera extrêmement important sur le pays, sur le développement socio-économique du pays. L'événement aujourd'hui, c'est que l'un des principaux lots de ce projet vient d'obtenir son financement lors de la visite du président de la République à Bruxelles il y a 3 jours. Et donc, avec ce financement, le financement global du projet qui a atteint $1 milliard a été bouclé, ce qui implique que la crédibilité et la solvabilité du pays maintenant ne sont plus à démontrer. Et donc, ça va permettre le démarrage de ce projet bientôt. Vous avez parlé du projet d'interconnexion électrique Nouakchott-Nema financé par l'Union européenne, qui est l'un des plus attendus d'ailleurs. Ouais. Quels en sont les objectifs concrets? Donc l'objectif maintenant, c'est de... Vous savez, maintenant, le système électrique, tous les systèmes électriques doivent se fonder sur un système interconnecté, des lignes d'interconnexion. Tant que ces lignes d'interconnexion à haute tension n'existent pas, on aura affaire à des réseaux isolés qui ne sont pas fiables et qui sont coûteux. Maintenant, le pays, il y a une ligne à haute tension qui va relier Nouakchott à Zouérat, qui est en cours de construction, qui est d'ailleurs en phase finale, qui doit s'achever dans quelques mois, qui va donc relier Nouakchott à Zouérat en passant par Akjoujt et Attar. Ça, c'est vers le nord, vers les zones minières. Et on a une ligne qui est achevée qui relie Nouakchott au Sénégal, au réseau sénégalais. Et actuellement, maintenant, il s'agit de la plus grande ligne qui va relier, donc traverser tout le pays, le centre et l'est du pays, jusqu'à Nema, et qui va permettre l'interconnexion avec les systèmes électriques de l'OMVS du côté malien, ce qui va renforcer davantage et sécuriser le système mauritanien qui peut maintenant échanger, faire des échanges énergétiques avec l'OMVS par une autre voie de secours. Parce qu'actuellement, on avait une seule voie, c'est la ligne de l'OMVS. Et donc, il y aura une seconde voie qui va non seulement sécuriser l'approvisionnement du pays, mais qui va pouvoir aussi permettre d'électrifier tout le centre et l'est du pays. Et donc, si on en a l'occasion, cette ligne a d'autres aspects convexes. Il y aura également en même temps la construction de 2 centrales solaires photovoltaïques, l'une à Kifa et l'autre à Nema, d'une puissance unitaire de 50 MW crête. Ça, c'est toujours dans le cadre de ce projet. Et il y aura également l'électrification de 150 villes et localités sur le passage de la ligne. Donc, il y aura un impact socio-économique extrêmement important sur le pays. Nous allons revenir sur cet aspect. Monsieur Djibril, le président de la République a évoqué le centre de données de Nouakchott et le deuxième câble sous-marin. Où en sont ces 2 projets structurants? Merci. Donc, le centre déjà a été inauguré dans le mois de mai. Les travaux sont achevés. Et actuellement, nous sommes sur la préparation des procédures pour exploiter le centre. Au niveau du câble sous-marin, donc la pause d'après-midi a eu lieu dans le mois de juillet. Les travaux aussi ont déjà débuté. Actuellement, nous avons terminé le sondage marin et nous préparons bientôt l'APS.
Donc l'APD plutôt. L'APS a été déjà achevé, c'est-à-dire l'avant-projet sommaire a été achevé. Et nous préparons actuellement l'APD, comment dirais-je, l'APS. L'APS, c'est l'avant-projet détaillé. Donc celui-là, il est en cours de préparation. Et nous préparons aussi actuellement les études environnementales. Donc nous avons déjà préparé les TDR qu'on va transmettre au ministère de l'Environnement pour avoir avis. Maintenant, en quoi ces infrastructures renforcent-elles la sécurité de la souveraineté numérique de la Mauritanie? Merci, une très bonne question. Vous savez, actuellement, nous n'avons pas encore un centre de données en Mauritanie. Donc, c'est le premier centre de données qui a été mis en place par l'État. Donc, au point de vue sécurité, vous savez, actuellement, toutes les données sont peut-être envoyées à l'étranger, sont sauvegardées à l'étranger. Mais dans la mesure où nous aurons un centre de données en Nouakchott, toutes les données ne vont plus être hébergées à l'étranger. Donc, elles seront hébergées localement. Donc, c'est la sécurité des données, la confidentialité aussi. Monsieur Lahan, vous aviez déjà commencé à parler des avantages. Des avantages. Quelle sera la contribution de ces nouvelles infrastructures à l'accès à l'électricité dans les zones rurales et la réduction des inégalités territoriales? Si vous pouvez approfondir plus. Oui. Donc nous, on estime que cette ligne va permettre de donner accès aux services de l'électricité à 100 000 foyers sur le passage dans le sillage de cette ligne électrique. Donc 100 000 nouveaux foyers qui pourront être branchés sur cette ligne à travers des postes à haute tension. Il y en aura 6 qui vont donc abaisser la tension du haut niveau, de la haute tension vers la moyenne et la basse, pour pouvoir alimenter les zones environnantes de cette ligne. Et donc, d'une façon générale, les avantages de l'électrification ne sont plus à démontrer. On ne peut pas les compter maintenant, la création des emplois, les opportunités d'activités à revenus pour les citoyens. Et en même temps, ces localités qui vont être, ces 150 localités qui vont être électrifiées, elles vont l'être de façon aussi fiable et moderne. Ils vont être dotés de compteurs intelligents après paiement. Ils vont être dotés de compteurs intelligents après paiement. Et donc, il y aura donc une partie basse tension qui va accompagner le projet pour que les citoyens puissent en profiter le plus largement possible. Et donc, 150 localités, c'est quelque chose déjà de très important. L'objectif global, c'est de généraliser l'accès des populations du pays aux services d'électricité. Il y a d'autres projets en cours dans d'autres zones du pays qui, eux aussi, vont permettre d'alimenter d'autres zones du pays, de telle sorte qu'on puisse arriver à l'horizon 2030 à l'un des objectifs du millénaire, à savoir l'accès universel des populations à l'électricité. Et quels sont ces autres projets, si ce n'est pas indiscret? Oui, il y a d'autres projets. Il y en a un qui s'appelle BEST, qui est dans 5 wilayas, les wilayas du fleuve, plus la Sava. Et lui, c'est un financement de 80 millions de dollars et qui va donc permettre d'électrifier plusieurs centaines de localités dans ces wilayas-là. Il y a un autre à l'est, c'est Rimdir, c'est un autre grand projet qui va encore permettre d'électrifier plus de 100 localités aussi dans la zone est du pays, en plus des programmes annuels financés par l'État mauritanien directement et qui font annuellement des électrifications dans certaines zones, là où, qui développent chaque année l'accès à l'électricité dans certaines zones du pays. Merci, M. Lahan. M. Djibril, ces projets soutiennent aussi la digitalisation des services publics. Quels bénéfices directs sur les citoyens?
Merci. Comme vous le savez, aujourd'hui, il y a beaucoup de services digitaux qui sont développés par le département et par aussi les partenaires techniques locaux. Donc, les retombées sur ces citoyens, c'est que ils auront accès à leurs données via les plateformes numériques hébergées ici en Mauritanie. Donc, concernant le câble sous-marin, l'avantage c'est que ça va augmenter la capacité en matière de connectivité à l'Internet. Donc, les citoyens à l'intérieur du pays pourront accéder plus facilement à leurs données, à leur casier judiciaire, à leur état civil. Et tous ces projets-là, c'est pour quand, dans la limite du temps? Le projet câble sous-marin, il est actuellement en phase de construction. Comme j'ai dit tout à l'heure, là, donc nous avons déjà achevé le sondage marin. Nous avons aussi achevé la PS et bientôt la PD et aussi le site environnemental. En principe, le projet va être opérationnel en 2027. Et comment ces projets vont-ils contribuer à la réduction de la fracture numérique entre la capitale et les régions? Comme je dis tantôt, vous savez, actuellement, à l'intérieur du pays, la connectivité n'est pas très bonne. Donc, avec l'utilisation des ressources de transmission de données à l'intérieur du pays, avec aussi l'arrivée du câble sous-marin qui va augmenter la capacité, je pense que les gens bénéficieront de la connectivité et aussi d'accès aux données numériques. Donc, ça va en fait enlever la fracture numérique. Et vous aviez commencé à parler des retombées économiques. Quelles seront les retombées économiques concrètes? En fait, vous savez, si aujourd'hui on a le câble sous-marin, ça va réduire la facture du consommateur. Donc le devis va plus cher. Donc tout le monde sera capable d'acheter des capacités. Donc ça va créer de l'emploi au niveau des jeunes qui vont créer des cybercafés et autres. Merci. Monsieur Dehan, le pays mise sur l'hydrogène vert pour diversifier ses sources d'énergie. Où en est le programme écosystème de l'hydrogène vert soutenu par l'UE et ses partenaires? Oui, l'hydrogène vert, c'est quelque chose d'extrêmement important. Ce n'est pas des projets à portée de main aujourd'hui, évidemment, mais ils ont tellement d'avantages que tous les pays maintenant commencent à faire des programmes de réalisation de projets de ce type. Hydrogène vert qui va donc utiliser l'eau de mer, qui va subir des transformations grâce aux énergies renouvelables, éoliennes et solaires, et qui va produire donc de l'hydrogène qui est une source extrêmement importante d'énergie. Comment ces investissements renforceront-ils la place des énergies renouvelables dans le mix énergétique national? Oui, le mix énergétique national, déjà, il y a un programme avant l'hydrogène vert, il y a d'autres programmes qui sont en cours et certains qui sont déjà réalisés, parce que là, le pays est à 48% dans le mix énergétique national. On a 48% d'énergie renouvelable dans notre mix énergétique actuellement. Maintenant, il va falloir les projets futurs vont axer sur l'intégration massive de ces énergies pour élever ce taux dans le mix énergétique national, sinon garder un niveau de 50% à peu près, parce que vous savez, la demande augmente. Donc, pour conserver les mêmes taux, il va falloir encore investir dans ces énergies-là pour garder un mix énergétique favorable aux énergies renouvelables. Monsieur Djibrirou, ces projets, vous avez parlé tantôt de l'emploi, de l'impact de ces projets et de la compétitivité économique. Si vous pouvez nous en dire plus, parce que le téléspectateur veut plus d'informations sur le projet. Merci. Donc, comme je disais tantôt, donc, la création d'emplois avec ces deux projets, le câble sous-marin et le data center, donc il y a forcément de la création d'emplois pour les jeunes. Donc, à travers
le développement de l'informatique, la sécurité informatique, le cloud computing. Tous ces aspects-là pourront en profiter pour les jeunes. Les jeunes pourront en profiter. Monsieur Dahan, les impacts environnementaux sont souvent évoqués. Quelles mesures d'atténuation et de suivi environnemental sont prévues? Bon, vous savez, ces projets en énergie renouvelable, énergie éolienne et solaire, dont notre pays recèle des potentialités très importantes, éoliennes et solaires. On a ensoleillement pratiquement toute l'année et on a des couloirs ventés très importants, surtout au niveau du littoral. Donc le pays a l'intention, la stratégie fixée et suivie envisage d'exploiter au maximum, d'introduire au maximum ces énergies dans le mix énergétique national. Leur impact sur l'environnement est connu, c'est des projets qui permettent la protection de l'environnement parce qu'ils évitent les gaz carboniques qui est émis par les centrales thermiques existantes. Parce qu'actuellement, on a, comme je le disais tantôt, on a 52% de notre production est d'origine thermique, donc qui dégage des gaz carboniques nocifs pour l'environnement. Et donc, voilà, l'un des objectifs des énergies renouvelables est de réduire ces effets sur l'environnement et en plus réduire aussi les coûts de production de l'électricité. Ça, c'est aussi une autre facette qui montre l'avantage d'introduire ces énergies. Maintenant, quelle sera la position de la Mauritanie dans les années à venir sur la scène énergétique régionale et internationale grâce à ces partenariats? Ah, exactement. Bon, on a évoqué au début la création des lignes à haute tension et les interconnexions avec les pays voisins. Et donc, on a évoqué l'interconnexion avec le Sénégal, qui est déjà opérationnel, avec deux lignes. L'une d'elles, c'est une ligne de l'OMVS, et l'autre, c'est une ligne de la Mauritanie, construite par la Mauritanie. Et on a une autre qui est envisagée, qui est l'interconnexion avec le Mali, à travers cette ligne dont on a évoqué l'importance tout à l'heure. La ligne d'interconnexion entre Nouakchott et Nema. Et on envisage aussi de faire une autre interconnexion côté nord du pays. Donc ces lignes d'interconnexion vont pouvoir permettre à la Mauritanie d'échanger, de faire des échanges énergétiques avec les pays voisins. Et ça nous permettra d'exporter la production, le productible de nos énergies renouvelables. Quand on aura achevé la construction des projets en cours. Monsieur Djibril, si vous pouvez nous parler des avantages du câble sous-marin de façon... merci. Vous savez, jusqu'à un jour, nous avons un seul câble sous-marin qui est le câble ACE, qui, de par le passé, a connu des perturbations. Et à chaque fois qu'on a des perturbations, on peut rester. Le trafic d'Internet est réduit, soit même d'ailleurs carrément interrompu. Donc avec ce deuxième câble sous-marin, il va sécuriser le trafic international. Donc si jamais il y a une rupture au niveau du câble ACE, le câble ELA-Link à Nodibou prend le relais. Et évidemment aussi, il y aura la capacité de trafic qui va être augmentée. Donc ça va jouer, ça va en fait servir à l'intérieur du pays, ça va même d'ailleurs servir pour les pays voisins. Parce que le câble sous-marin, s'il est aujourd'hui en place, donc il va permettre le pays de devenir un hub, qui va devenir un transit de données entre l'Afrique et l'Europe. Dites-moi, est-ce qu'on peut parler de l'environnement?
Oui, effectivement. Donc, vous savez, le câble sous-marin, souvent, il y a des retombées environnementales. Donc, actuellement, nous avons, dans le cadre du marché de la ligne, il y a forcément des impacts environnementaux. Donc, le TDR a été déjà défini par le bureau. Et actuellement, nous transmettrons ce TDR-là au niveau du ministère de l'Environnement pour avis et aussi voir si vraiment ils répondent aux normes d'environnemental. Merci. Monsieur Dahan, la réussite de cette transition énergétique repose aussi sur la gouvernance et la coordination entre acteurs. Quel dispositif institutionnel a été mis en place pour assurer le suivi de ces projets? Oui, effectivement, la stratégie suivie donne une grande importance au changement institutionnel nécessaire. Il y a un code d'électricité qui a été promulgué et qui favorise essentiellement la participation du secteur privé dans l'investissement en matière d'énergie. Et il y a en même temps la réforme de l'opérateur historique, c'est-à-dire la Somelec, qui subit actuellement une réforme très importante qui va la scinder en 4 entités, une société mère et 3 filiales spécialisées chacune. L'une d'elles va s'occuper de la production, tandis que l'autre va se charger de la distribution et de la commercialisation, plus une 3e filiale qui sera chargée de l'électrification rurale. Donc, toutes ces réformes rentrent dans le cadre de la transformation en cours du secteur de l'énergie comme pilier principal du développement du pays. Si vous pouvez nous parler un peu de cette réforme en profondeur, et elle sera pour quand aussi? Je ne peux pas donner des dates précises, c'est en cours, actuellement elle est en cours, des étapes déjà ont été franchies, les filiales ont été créées, juridiquement elles sont créées maintenant, leurs directeurs généraux ont été nommés, et donc c'est un processus qui suit son cours, qui doit s'achever suivant un calendrier que je ne peux pas, dont je n'ai pas tous les éléments de réponse. Merci. Monsieur Djibrilou, quelles mesures sont prévues pour garantir la durabilité et la sécurité des infrastructures numériques? Merci. Comme vous savez, le centre de données est un centre très critique. Donc, il a été certifié Tier 3. Il va falloir donc dans ce cas-là avoir un centre de données pour sécuriser les données. Donc il y aura un centre de backup qui doit être mis en place en dehors de Nouakchott bien sûr, dans une autre ville que Nouakchott pour pouvoir garantir la sécurité des données. Le développement des énergies renouvelables nécessite bien sûr des compétences locales spécialisées. Et quelles actions sont prévues pour la formation et le renforcement des capacités dans ce domaine? Oui, il y a des actions importantes dans ce sens-là, dont je peux citer actuellement la réhabilitation de l'école des métiers, de la Somelec. C'est une école extrêmement importante et qui est destinée à devenir un centre d'excellence pour la formation sur les métiers d'électricité. Cette action, essentiellement, il y a cette action-là qui est prévue, en plus de la formation dispensée dans les centres professionnels du pays et dont la Somelec profite parfois. Donc, si vous le permettez, je peux corriger un peu un chiffre que j'ai donné tout à l'heure concernant le projet BEST. Enfin, ce n'est pas correction, c'est un chiffre précis. Le projet BEST, qui est dans les zones de la vallée, va permettre d'électrifier 481 localités précisément. Et c'est un projet de 90 millions de dollars. Vous avez parlé des aspects convexes de la ligne. Oui.
Oui, oui. Bon, les aspects convexes, on ne va pas s'attarder longtemps sur l'intérêt d'avoir l'électricité. Ça, c'est connu. Hein. Ce n'est plus un luxe, l'électricité, c'est devenu une nécessité pour tout le monde. Donc, les citoyens qui en sont privés vivent en marge de la société, en marge du développement. Donc là, ils auront la possibilité de se raccorder, c'est le terme maintenant de le dire, parce qu'on parle d'électricité, de se raccorder au train du développement. Et donc, voilà, des activités génératrices de revenus peuvent être faites maintenant autour de cette ligne, dans les 150 localités qui vont bénéficier de l'électricité, avec des extensions possibles, évidemment. On peut toujours faire des extensions au besoin. Et donc tout ça concourt à donc, arriver à cet objectif global qui est l'accès universel des populations au service de l'électricité. Monsieur Djibril, je vous pose la même question qu'à votre co-débatteur, c'est-à-dire les actions qui sont prévues pour la formation et le renforcement des capacités dans ce domaine, des capacités, les compétences nationales. Merci. Donc, pour le câble sous-marin, donc, il est prévu des formations au niveau du câble sous-marin, des équipements. Donc, il y a deux types de formations. Et il y a une formation qui aura lieu bientôt dans le mois de mars ailleurs en France. Et une autre formation qui sera animée ici à Nouakchott au niveau des ingénieurs qui vont gérer le câble. Vous savez, il y a une convention entre l'ASDIN et l'IMT. Donc, l'ASDIN, c'est en fait propriétaire du câble sous-marin et l'IMT, c'est qui va l'exploiter. Donc, la formation va aller au profit des ingénieurs, surtout de l'IMT et de l'ASDIN. Ce sont les ingénieurs mauritaniens qui vont C'est les ingénieurs mauritaniens qui vont bénéficier de cette formation-là, les deux formations. Et prendre en charge après Oui, effectivement, vous savez, il y a, après la mise en place du projet, une fois qu'il est opérationnel, il y a ce qu'on appelle la maintenance préventive. Donc cette maintenance-là, elle est assurée par d'ailleurs, vous savez, le câble sous-marin, il est sur 25 ans. Son OPEX est sur 25 ans, la maintenance est sur 25 ans. Donc la maintenance préventive minimale sera assurée par les ingénieurs mauritaniens. Mais si toutefois il y a des complications au niveau du câble sous-marin à l'intérieur de la mer, qui vont nécessiter en fait le déploiement d'un bateau et des ingénieurs de haute qualité, en ce moment-là, on fera appel à ces ingénieurs-là. Merci. Monsieur Dahan, au-delà des grands chantiers, comment la Somlec envisage-t-elle d'impliquer le secteur privé et les collectivités locales dans cette dynamique énergétique? Oui, les collectivités locales seront largement associées. Elles ont déjà été associées dans le choix des sites à électrifier. Et il y a aussi une composante du projet qui est l'appui au développement local pour essentiellement l'autonomisation des groupements de femmes et de jeunes. Il y aura une composante spécifique à ces groupements de femmes et de jeunes tout autour du tracé de la ligne. Merci. Monsieur Djibrilou, je pense qu'on a fait un peu le tour de la question en ce qui concerne votre département. Si vous avez quelque chose à ajouter par rapport à tout ce qui a été dit. Oui, tout d'abord, je vais faire un petit rappel. Donc, vous savez, ces projets sont des projets structurants, donc, qui traduisent la vision du président de la République, son Excellence M. Mohamed Cheikh Al-Ghazouani, qui considère le numérique comme un levier de gouvernance moderne, d'efficacité économique et d'équité territoriale. Merci, M. Dahan. Oui, il y a une relation déjà directe entre l'électricité et l'électronique déjà, parce que c'est l'électricité qui fait tourner tout. Mais en plus, on a sur ces réseaux-là, on prévoit des câbles en fibre optique qui permettent aussi en numérique, qui peuvent être exploités par l'activité du numérique et qui est déjà envisagée pour quelques-unes d'entre elles. Et donc voilà, d'une façon générale, nous disons qu'il y a
un système électrique national qui est en construction actuellement en Mauritanie et dont des pans considérables ont été réalisés et dont une grande partie reste à faire. Et ce n'est pas évident parce que ça demande des investissements extrêmement importants. Et c'est pour cela que l'État a fait appel actuellement au privé, au secteur privé, pour qu'il intervienne, pour qu'il investisse dans ce secteur qui est devenu un secteur productif et un secteur porteur. Et déjà, heureusement, fort heureusement, il y a le privé qui commence à intervenir. Il y a un projet de construction d'une centrale et d'un complexe de production en énergie renouvelable financé et réalisé par le privé mauritanien. En tout cas, merci. Nous avons fait le tour de la question. Nous avons parlé de la promotion du capital humain, la réduction des inégalités et la construction d'une économie résiliente. Je vous remercie d'avoir accepté notre invitation et je vous dis à la semaine prochaine. Je remercie toute l'équipe technique et la productrice de l'émission, Mme Rabia Adid. Au revoir. C'est nous qui vous remercions. Merci. Merci. Je rappelle que j'étais avec M. Dahan, M. Dahan Talib Azman, qui est conseiller spécial au groupe Somelec. Merci encore. Merci. Et M. Djibrirou Bachirou Sall, chargé de mission et coordinateur du projet WARSIP. Merci. Merci. Au revoir, à la semaine prochaine. Au revoir.